Bonjour et bienvenue dans Couleurs d'Italie. Le mois dernier, nous nous sommes interrogés sur l'événement historique qu'a été l'abdication du pape Benoît XVI et sur l'impact de cet événement sur les élections politiques italiennes, ainsi que sur la formation du nouveau gouvernement. En Italie, le choix de la République fait partie de l'histoire récente, juin 1946. À cette date, après un vote contesté, la victoire est célébrée dans le nord de la péninsule, alors que le sud monarchiste se résigne. En 1946, 12 900 000 femmes viennent d'obtenir le droit de vote. Les partis de gauche ont tous appelé à voter pour la République qu'ils identifient à l'antifascisme. Le président du Conseil, Alcide De Gasperi, met un navire à disposition du roi Humbert II et de sa famille pour leur transfert à Lisbonne. La République l'emporte par moins de 500 000 voix. Les nouveaux fonctionnaires venus du Nord, à l'image de l'émissaire de Cavour dans Le Guépard, semblent inaptes à comprendre la population sicilienne. C'est donc dans des circonstances extrêmement confuses que l'Italie a inventé une démocratie. Entre 1960 et 1980, une vague de violence politique exceptionnelle frappe l'Italie. Ce sont les années de plomb. La multiplication des actes homicides provoque un rejet massif des Italiens qui approuvent à deux reprises, en 1978 et 1981, les mesures exceptionnelles de lutte contre le terrorisme des groupuscules d'extrême droite comme Ordine Nuovo et d'extrême gauche comme Lotta Continua et les Brigades Rouges. En mai 1978, le chef de la démocratie chrétienne, Aldo Moro, était retrouvé assassiné. Il avait été enlevé par les Brigades Rouges et gardé en détention pendant 55 jours. Des semaines qui ont ébranlé l'Italie en profondeur. Aldo Moro était l'artisan d'un grand dessein pour l'Italie. Il avait réussi un tour de force. Former une coalition en faisant entrer le Parti communiste, présidé par Enrico Berlinguer, dans la majorité parlementaire d'un gouvernement porté par un démocrate chrétien, Giulio Andreotti. Il y a en Italie une territorialisation politique et culturelle. Démocratie chrétienne dans le sud et le nord-est du pays, parti socialiste dans une partie de l'Italie centrale, parti communiste dans le nord et le centre. Celle-ci a favorisé, au moins jusqu'aux années 1970, l'enracinement de la République et de la démocratie. Dans cet enracinement de la démocratie, les présidents de la République ont aussi joué un rôle auquel les Italiens, surtout depuis les années 90, sont très sensibles, comme ils sont sensibles au respect de la Constitution qu'ils symbolisent. De ce point de vue, la référence à la Constitution, l'une des plus démocratiques qui soit, appartient à la culture politique italienne. Il suffit d'observer le tollé chaque fois que Berlusconi a menacé de la remettre en cause. Dans tous les sondages, ce sont la présidence de la République, incarnée ces dernières années par Giorgio Napolitano, et les carabiniers qui viennent en tête des institutions symbolisant l'Italie. Les dernières élections voient le retour du Parti des démocrates représenté par M. Bersani. Mais le pourcentage est modeste et former un gouvernement sera une tâche ardue. Vendredi 29 mars, le président Napolitano consulte les partis. Après Pâques, nous devrions avoir une décision définitive. Comme le mois dernier, Mario Scuteri, professeur à la Dante Alighieri, analyse ces événements qui sont au cœur de l'actualité transalpine, mais dont les répercussions dépassent largement les frontières. Mario, bonjour. Bonjour Elsa et bonjour à tous les amis de RCF Savoie. Depuis la chute du gouvernement Monti, comment les partis politiques se sont-ils préparés aux élections du mois de février dernier et comment chaque parti a-t-il réagi pendant cette campagne ? Eh bien, le 8 décembre 2012, après un an de gouvernement technique, Mario Monti a annoncé ses démissions et à Noël, les nouvelles élections étaient déjà annoncées. Je vous rappelle que le gouvernement Monti s'est conclu suite à la décision du parti de Berlusconi de ne plus voter la confiance. Une stratégie évidemment électorale qui a eu comme conséquence l'anticipation des élections de 2 mois. À Noël, le cadre politique était absolument incertain. On ne savait pas si Berlusconi voulait se porter candidat, si Monti aurait créé son parti politique, quelles auraient été les dates précises des élections. Seulement le parti de la gauche de Bersani avait des positions nettes, alors que le mouvement de Grillo, les 5 étoiles, se présentait avec beaucoup de protestations et très peu de propositions. Dans ce cadre, la gauche avait un avantage important dans les sondages. En janvier, Monti a créé son mouvement civique et s'est porté candidat, suite aussi au conseil de beaucoup de partenaires européens, en particulier d'Angela Merkel, et appuyé par l'Église qui pourtant avait d'autres chats à fouetter à ce moment. Au même temps,
Berlusconi s'est porté candidat officiellement et a commencé à gagner beaucoup de votes grâce toujours au pouvoir qu'il a sur les moyens de communication, à ses capacités rhétoriques, mais surtout à travers la promesse d'éliminer les impôts sur la maison de propriété et de rendre aux Italiens les sommes payées avec le gouvernement Monti. Entre-temps, la campagne politique de Grillo, avec sa devise « Mandiamoli tutti a casa », c'est-à-dire « chassons tous les vieux politiciens », est une campagne politique faite surtout sur les places et via Internet, unie à la campagne soporifique de la gauche, il faut le dire, ont amené à une situation de presque égalité entre les partis de gauche, de droite du mouvement 5 étoiles. Les 24 et 25 février dernier, les résultats ont vu la défaite du parti de Monti qui a été voté surtout par les Italiens à l'étranger, il faut le souligner. Une défaite partielle de la campagne politique de la gauche, qui reste quand même la première coalition au niveau des votes obtenus, et un surprenant succès de la droite de Berlusconi, mais surtout du mouvement 5 étoiles qui a obtenu 25% des votes au Sénat. Quelles sont les conséquences de ces résultats électoraux ? À cause de la loi électorale actuelle qu'il faudra changer rapidement, la situation en effet est difficile. Le problème, c'est que les partis n'arrivent pas à trouver un accord pour une grande coalition nationale. Même avec les 18 sénateurs de Mario Monti, la gauche de Bersani n'aurait pas la majorité suffisante. Et naturellement, pas question de faire un accord avec le mouvement à 5 étoiles de Beppe Grillo. Le parti 5 étoiles, fondé par Beppe Grillo, est considéré comme un mouvement civil en Italie. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène ? Oui, l'idéalisateur est un ex-comédien, un comique, Beppe Grillo, qui a fondé ce mouvement civique en 2009. D'ailleurs, il faut dire qu'il ne se considère pas un parti politique. Les principes du mouvement sont la démocratisation de la politique à travers la participation de tous les citoyens via Internet, un changement complet de la classe politique actuelle, le combat à la corruption en général et à la corruption politique, l'euroscepticisme, la défense de l'environnement, de l'école et du système sanitaire public. Un mouvement révolutionnaire qui refuse tout accord, qui voudrait gouverner tout seul à travers la participation directe des citoyens à l'aide d'Internet. Le mouvement a été accusé de fascisme pour ses propositions parfois autoritaires et révolutionnaires. Mais il faut souligner aussi le grand succès qu'il a obtenu pendant les dernières élections politiques. Signe d'un grand besoin de changement auprès des Italiens, mais aussi de difficultés, d'éloignement et de manque de confiance dans la politique traditionnelle, d'un besoin de révalorisation des nouvelles générations. Je souligne le fait que la moyenne d'âge des élus de ce mouvement est beaucoup au-dessous de celle des autres partis et que les femmes représentent 50% des élus au Sénat. Comment former un nouveau gouvernement dans ces conditions ? Quelles sont les perspectives pour l'Italie et les Italiens ? Eh bien, vous savez, c'est compliqué de donner une réponse à votre question car les choses sont en train d'évoluer rapidement. Apparemment, la gauche n'arrive pas à trouver une entente avec les autres partis pour former une grande coalition. Et au moins de surprise à la dernière minute, l'hypothèse d'un nouveau gouvernement technique créé par le président de la République, Giorgio Napolitano, semble s'approcher. Exactement comme il l'a fait en 2011 avec le gouvernement de Monti. La situation devient de plus en plus compliquée si vous pensez que dans 2 semaines, le nouveau Parlement italien devra élire le nouveau président de la République, vu que Giorgio Napolitano a conclu son mandat de 7 ans et il n'y a aucune possibilité que son mandat soit renouvelé à cause de son âge. Je rappelle qu'il a 88 ans. Si donc il est fort probable qu'un nouveau gouvernement technique soit formé, il faut dire aussi que d'après un sondage fait récemment, 50% des Italiens ne voudraient pas un autre gouvernement, entre guillemets, imposé du haut, mais ils voudraient des nouvelles élections politiques.
Pourtant, le danger est que probablement ces nouvelles élections ne pourraient se passer qu'après l'été prochain et que 4-5 mois d'instabilité politique rendraient l'Italie très vulnérable aux attaques et à la spéculation financière. Et je vous assure, Elsa, l'Italie ne peut pas courir ce risque à ce moment. Ça serait dangereux pas seulement pour l'Italie, mais aussi pour la stabilité de la monnaie unique, de l'euro et du coup de toute l'Union européenne. La majorité devra composer avec d'autres partis. Quelles sont les conséquences justement pour l'Europe ? Eh bien, nous vivons un moment très délicat pour l'Union européenne. Nous avons vu quelles ont été les conséquences de la crise grecque et pendant ces derniers jours de la crise chypriote. C'est un moment difficile, soit au niveau économique, soit au niveau politique, parce que, comme François Hollande l'a souligné la semaine dernière, nous assistons de plus en plus à la naissance d'un sentiment fort de euroscepticisme et d'individualisme. À la fois, j'espère que l'Europe reste unie, car il ne faut pas oublier que l'Union européenne n'est pas seulement une question d'argent et de commerce libre, mais avant tout une question de fraternité des peuples. Et je veux souligner ce mot, une question de paix. Grâce à l'Union européenne, les dernières générations de l'Europe occidentale n'ont jamais connu la douleur de la guerre. Et alors, soyons unis et restons confiants, car, comme le disait Friedrich Nietzsche, c'est ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Merci Mario. Lors d'une récente réception dans l'hémicycle, le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, s'exprimait en ces termes. « Renforçons le bouclier européen. Nous avons besoin de plus d'unité et de plus d'intégration dans le respect des diversités qui constituent notre richesse. » Fin de citation. Être capable de définir un présent et d'inventer un futur. Oser penser aussi que ce qui unit l'Italie est plus fort que ce qui la divise. Un défi, une espérance.